Nous sommes le 3 avril 2011 chez vous, François Bardet, à Plan-les-Ouates, près de Genève. Alors vous êtes né à Genève? Oui. En 1931? Malheureusement, oui. Mais c'est un peu vieux. Et vous êtes tout ce qu'il y a de plus genevois? Tout ce qu'il y a de plus genevois. D'accord. Vous avez fait une maturité fédérale à Zurich, par contre. Oui. Alors pourquoi cette idée de la faire en Parce Suisse que allemande? je voulais apprendre l'allemand avant d'entrer au Polytechnicum. Le Poly n'existait pas encore à Lausanne, seulement à Zurich. Alors j'ai réussi de m'abattre, mais du coup je voulais plus être physicien. Bêtement, j'ai suivi la filière paternelle, si je veux dire. J'ai fait de la médecine à Genève. Parce que votre père était médecin? Mon père, mon grand-père, etc. Mais j'ai eu la chance, vraiment, je dis la chance, de rater les premiers examens. Et ça m'a permis de me diriger vers le cinéma. Parce qu'à Zurich, il y avait une chose intéressante. Comme je ne pourrais pas rentrer à Genève pour les week-ends, tous les week-ends, j'allais au cinéma le matin, le dimanche matin. Dans quelques cinémas, il y avait des Kulturfilms. Alors c'était des cinémas classiques, enfin... Alors, il y avait deux choses. Il y avait des cinéastes amateurs riches qui faisaient des voyages en Afrique, ou les cinéastes amateurs. Bon, c'était amusant de voir les populations africaines, mais c'était vraiment de la détente. Il y avait un cinéma qui était très intéressant. Il diffusait des films qu'on appellerait aujourd'hui d'art et d'essai. C'est comme ça que j'ai découvert René, avec les statues, meurtres aussi, et surtout Nuit et brouillard. Et puis, j'ai découvert Eisenstein. Chose curieuse, en Suisse allemande, dans les années 50, il diffusait le cuirassé Potemkin. Alors c'était dans quel cinéma? Un cinéma ouvert à tous? Nord-Sud. Cinéma Nord-Sud. Un cinéma Nord-Sud. Il ne se rendait pas compte du contenu politique du cuirassé Potemkin. Moi non plus. Mais la beauté des images et surtout l'art formidable du montage m'ont ébloui. Et en ayant raté la médecine, j'ai eu un père formidable d'ailleurs, lui-même pas très heureux de la médecine, qui était artiste dans l'âme. Quand j'ai dit que j'aimerais faire du cinéma, il m'a presque embrassé. Oui, il m'engueulait. Et voilà, je suis parti à Paris, à l'IDEC. Pourquoi vous êtes parti à l'IDEC et pas... À l'IDEC, pourquoi ce choix? Simplement parce que c'était en langue française. On ne parlait pas à l'époque de Bruxelles, de l'Alsace. Il y avait une école à Londres, une à Rome, une excellente en Pologne et une formidable à Moscou. Mais j'avais assez avec l'allemand. Donc j'étais à Paris. Je m'excuse, mais est-ce qu'on peut juste revenir sur ce Kulturfilm? Est-ce que vous vous souvenez de qui animait ce Kulturfilm? Est-ce que vous vous souvenez des gens qui avaient... Ah non, ils n'animaient pas. S'il n'y avait pas quelqu'un qui présentait les films? Ah non. Ça partait comme n'importe quel film. Personne ne présentait. C'était pas un ciné-club. C'était pas un ciné-club? Non, absolument pas. Alors ça c'est étonnant, parce que je pensais que c'était plutôt... S'il passe des films d'art et d'essai, ce serait plutôt sur le modèle du ciné-club, non? Non. Et ça a été c'est ce qui a fait votre culture cinéphilique? Point de départ.
le coup de foudre, si vous voulez. D'accord. Mais avant, vous aviez déjà été au cinéma? Oui, mais comme tout un chacun, sans m'approfondir l'art. Ok. Alors revenons à l'IDEC. Oui. Qui est-ce que vous avez eu comme professeur à l'IDEC? Alors, j'ai eu des profs très connus, comme Georges Sadoul, pour l'histoire du cinéma depuis ses débuts, Jean Mitry, pour l'histoire du cinéma moderne et d'art et d'essai, Henri Hagel, pour je ne sais plus quoi, un dénommé Malvy pour la technique en général. Et pour les techniques en particulier, donc la caméra par exemple, ou le métier de script, ou le montage, qui est important, j'avais des professeurs dont je ne me souviens plus le nom. Mais c'était, à mon avis, quelque chose de fondamental d'expédier le plus vite possible la connaissance technique pour avoir surtout la connaissance intellectuelle du cinéma. On passait nos jours entiers à la cinémathèque suisse, française. Mais vous avez fait une formation de réalisateur. Oui, réalisateur avec deux mentions. Une mention télévision, quand même, c'était au début, mais j'ai fait quelques émissions pas diffusées, mais en studio de télévision, à la télévision française, et surtout une mention de montage. Je trouve que le montage est quelque chose de fondamental dans un film. Vous vous souvenez comment vous perceviez la télévision à ce moment-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Quand j'ai fini mes études, je veux dire brillamment réussi, je suis rentré à Genève. Mais je vais chercher du travail. Je venais de me marier et j'avais déjà un enfant. Alors, j'ai écrit aux grandes sociétés suisses-allemandes, puisqu'en Suisse romande, il n'existait rien. Aux grandes sociétés? Comme la Presence ou je ne sais plus quoi. La Condor? Hein? La Condor? Oui, par exemple. Vous saviez ce qui existait comme maison de production en Suisse à ce moment-là? Vous étiez au courant de ce qui se faisait? Oh, très très vaguement. Bon, réponse, il n'y a pas de réponse ou réponse négative, je ne me souviens plus. Alors j'ai entendu parler qu'il y avait depuis 2 ans une télévision suisse romande que je ne connaissais pas du tout. J'ai écrit avec un diplôme de l'IDEC de réalisation, évidemment. Je suis entré tout de suite. Mais par contre, petite parenthèse, quand vous avez terminé l'IDEC, vous n'avez pas pensé à rester en France? C'était pour des questions familiales ou... Non, pas du tout. Cette question, j'ai dû signer un papier à l'IDEC qu'étant étranger, je ne vais absolument pas chercher du travail en France. D'accord. On n'avait pas le droit. Normalement, beaucoup d'étrangers, en fait, sont crapatés. Mais moi, j'étais honnête. Et puis, disons que, familialement, ça m'arrangeait quand même de rentrer en Suisse. Voilà. Donc, vous contactez la télévision romande qui venait de naître, 2 ans. Et puis... Quel a été votre premier travail au sein de la télévision? Alors, mon premier travail, c'était drôle, c'était pas la réalisation.
en début. J'étais le chef du service film. C'est-à-dire que je ne réalisais pas, mais je devais distribuer la pellicule au caméraman et surtout choisir la programmation des films qu'on m'offrait. Mais à l'époque, la télévision n'avait pas le droit de diffuser des films de fiction, de long métrage. Si, des films très bon marché, des navets, qui d'ailleurs a été choisi, même pas par moi, par le chef, ils aiment beaucoup les chefs, le chef des cinémas à Zurich. Qui était qui? Je me souviens plus. Ruffy peut-être. Alors, j'allais tout le temps à Zurich. Et une fois seulement, j'ai connu un distributeur un peu particulier à Genève qui distribuait des films en 16 mm. Mais des longs métrages. Et une fois, il m'a offert l'Atalante de Jean Vigo. Bon, bien sûr, mon cœur n'a fait qu'un bond, j'ai programmé ce film. 2 jours après, le directeur de la TV à l'époque, Franck Tabolet, me convoque dans son bureau et me montre 2 cartes postales, me disant combien vous a-t-on payé pour diffuser une telle ânerie, pour employer un mot poli. Et M. Tapolet m'a dit, M. Bardet, dorénavant, vous abstiendrez de faire diffuser des films aussi horribles. Je lui dis simplement, M. Tapolet, vous savez, dans l'histoire du cinéma en général, et du cinéma français en particulier, c'est une très grande œuvre. Pas très connue, c'est vrai, mais très reconnue. C'est un film important dans l'histoire du cinéma. Mais bon, ça s'est arrêté là. Alors moi, ce que j'ai pas compris, c'est que vous aviez affaire au distributeur de cinéma pour faire cette programmation film. Non. Bien. Non, pas du tout. Les distributeurs de cinéma, ils me donnaient des films pour des bandes annonces. Oui. Seulement. C'était de la pub, entre guillemets. Mais jamais des films en entier. Les films en entier, c'était Zurich qui me les proposait, sauf ce monsieur à Genève qui avait des films 7 mm qui venaient d'où? Alors ça, misère et boule de gomme. Mais les films de cinéma qui venaient de Zurich, c'était des films qui avaient été distribués bien des années avant. Oui. Et qui étaient hors circuit. Oui. C'était n'importe quoi. Okay. Voilà. Et puis alors, peut-être avant qu'on entre dans tout ce monde de la télévision, ouais. J'aimerais juste que vous nous disiez, je crois que vous avez organisé des cours à l'université à Genève, des cours de cinéma, à peu près dans ces années, la fin des années 50. Ah oui. Avec mon ami Pierre Bard, on a organisé des... Lui, il était le patron de ciné-club universitaire. Moi, à part mon métier de cinéaste, je dirigeais un ciné-club pour les jeunes. On a fait venir à Genève des personnalités pour donner des cours sur le cinéma à l'université. Des cours, c'est un grand mot. C'était des conférences.
Il y a eu Freddy Buache, il y a eu Henri Agel, il y a eu Pierre Casse, Jean Métry, Joseph Bouguet. Mais c'est pas quelque chose qui a duré sur une longue période. Non. Il y en a eu une douzaine peut-être. Pourquoi il y en a pas eu plus, vous savez? Pourquoi ça s'est arrêté? On était trop pris par nos métiers. D'accord. Hein, devenir réalisateur, ça prenait tout notre temps. Mais par contre, vous pensiez que c'était utile et que c'était nécessaire pédagogiquement parlant, qu'on offre des cours aux étudiants, des cours au cinéma, parce que ça n'existait pas encore, ça. Je trouve indispensable de ne pas aller au cinéma en tant que spectateur Passif. Il faut connaître un peu quand même. Pas la technique, non, c'est pas la peine, mais savoir quand même que c'est un spectacle qui est une œuvre d'un cinéaste. Un cinéaste, c'est un artiste. C'est pas n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que le montage? Qu'est-ce que c'est qu'un scénario, etc., etc. De ne pas être bouche bée devant un film quelconque. Vous avez parlé donc que vous dirigiez un ciné-club pour les jeunes. Ouais. C'était le ciné-club Interjeunesse de Genève. Ouais. Mais comment vous êtes arrivé dans ce milieu du ciné-club? Je sais plus. On m'a demandé, parce que j'étais un réalisateur, entre guillemets, chevronné. Pas encore débutant, mais je connaissais bien le cinéma, grâce à la Cinémathèque française. Donc je pouvais présenter dans un cinéma, un vrai cinéma, le Corso à Genève, dont le patron était un féru du cinéma intelligent, pas n'importe quoi. Et je présentais des films pour la jeunesse et ça m'intéressait beaucoup d'expliquer aux jeunes la même chose que, les conférences à l'université. C'était la même chose, sauf des âges différents. C'était un ciné-club qui avait du succès? Énorme. Il y avait 1200 élèves de toutes les classes. Et sauf erreur, c'était gratuit. Pour moi aussi. Ça a duré combien de temps? Pendant combien d'années vous avez? 2 ou 3 ans maximum. À la fin des années 50 aussi? Oui. Alors revenons à la télévision romande. Oui. Racontez-nous, peut-être, rappelez-nous qui étaient vos collègues à l'époque, qui étaient déjà en place. Et déjà, qui vous a engagé? Ça, j'ai pas bien compris. Monsieur Franck Tabolet. Le directeur. Oui. Schenker existait déjà, mais il avait fait la télévision genevoise. Alors, il y avait Lagrange, Jean-Jacques Lagrange, forcément. Il y avait Roger Mampage comme caméraman, etc. Franck Pichard, sauf erreur, caméraman merveilleux. Dans les réalisateurs, il y avait Jean-Claude Dizan, qui est décédé, qui a été un des moteurs de Continent sans visa, on verra plus tard. Oui. Et peut-être deux autres, on était une petite vingtaine. Où étaient les femmes? Les femmes, comme d'habitude, étaient au second rang, pas dans les personnes créatrices, mais dans l'administration. Dans les créatrices, il y avait une seule femme qui faisait du montage
mais parce qu'elle appartenait à un club d'amateurs, elle faisait du montage, elle savait couper la pellicule du millimètre. Mais c'est tout. Elle ne pouvait pas faire du montage double bande, c'est-à-dire une bande son et une bande image. Ça, elle ne savait pas. C'est moi qui ai appris aux jeunes monteuses qui sont vite arrivées. Heureusement, Madame Gabrielle Connelly, qui vit encore, Madame Lise Bard, qui s'appelait Lisa Anchy, qui existe encore, et Madame Françoise Jantet, qui existe encore. Ça a été les premières femmes. Mais quand je suis arrivé, il n'y avait personne. C'est moi qui fais le montage d'un film de Jacques Lagrange qu'il avait tourné avec du son. Alors, voilà. alors pour revenir donc à votre activité au sein de la télévision, vous dirigez le service film. Et après, qu'est-ce que vous faites après avoir fait ce service film? Après le service film, alors je suis devenu réalisateur. J'ai commencé à faire un film amusant qui durait 2 minutes avec Monsieur Pomme. L'histoire de Monsieur Pomme. C'est une marionnette plus ou moins, on pourrait donner plusieurs positions. La marionnette avait été créée par M. Serge Diakonov, un artiste genevois qui était connu à l'époque comme collectionneur d'art africain, essentiellement, et pour avoir aussi peint sur les corps de femmes nues. Ben, c'était autre chose. Et puis, le texte, c'est ça qui est amusant. Le texte était de Michel Souter. Il s'agissait d'une émission pour les enfants? Oui, bien sûr. Alors, il y avait la marionnette, on faisait avoir des positions un peu différentes, et le décor était dessiné par Diakonov, une rue, un parc, enfin, peu importe. Et ce qui est intéressant, c'est que Michel Souter n'était pas du tout à la télévision encore. Il ne se destinait pas du tout au métier de réalisateur. Il était chanteur. Moi, je l'ai connu à Paris quand il faisait des chansons. Il parcourait les bistrots et il chantait des chansons. Donc en fait, vous avez connu Souter quand vous étiez étudiant à l'IDEC? Oui, exactement. D'accord, pas à Genève, mais à Paris. Pas à Genève, mais à Paris. Et après, vous êtes retrouvés à Genève? Mais bien sûr, c'est devenu un grand ami. Alors, est-ce que c'est par vous qu'il est venu faire les textes de Monsieur Pomme? Non. Qu'il est comme les textes de cette émission, Monsieur Pomme. C'est grâce à vous que Michel Souter est entré à la télévision? Non. C'est un hasard? Je ne sais pas comment. Oui. Je ne sais pas par qui. Pas par moi en tout cas. Parce qu'il connaissait peut-être Grota, peut-être Tanner, je ne crois pas. Mais Grota ou Lagrange probablement. Pas moi. D'accord. Et puis ça, c'est une émission qui a duré quelques années, Monsieur Pomme? Non. Une année au maximum. D'accord. Au maximum. Et puis après a commencé l'aventure Continent sans visa? Alors, 59. 59, ça a été l'ouverture vers le monde. Vous vous souvenez qui a donné l'idée de créer cette émission? Oui, Lagrange et Jean-Claude Dizran, qui faisaient, et encore un autre, qui faisaient déjà une émission, chacun, sur une capitale. Lagrange sur Rome, je crois, Dizran sur Paris, et il y avait quelqu'un sur... C'était Claude Goretta. Londres.
Grande-Bretagne. Parfait. Mais ils ont décidé de se grouper et de faire quelque chose de plus large. Et ils ont inventé le titre de la Ronde des capitales, qui était un titre un peu... ouais. Et puis, est arrivé la première émission de Continent sous le titre Continent sans visa. J'ai écrit un livre là-dessus. J'ai trouvé absolument personne pour se souvenir qui a trouvé le titre de Continent sans visa. Et c'est un titre beaucoup plus chouette, Continent, que la Ronde des capitales. Et même plus chouette que le 5 colonnes à la une française, qui est une... Il ne veut rien dire, 5 colonnes à la une. C'est 5 colonnes d'un journal à la une. Nous, on fait de la télévision, pas des journaux. J'ai toujours détesté. Mais enfin, c'est une parenthèse. Mais donc, vous vous êtes greffé sur ce groupe qui existait déjà, oui, ou bien non? Alors, vous êtes, oui. Je ne faisais pas partie des créateurs, tout ça, mais pour la première émission, quand même, j'ai participé. Sans que mon nom figure au générique. M'en fous. J'ai été envoyé d'urgence à Paris, que je connaissais par cœur, pour trouver des documents sur Gérard Philippe, qui venait de mourir. Et la première émission, il y a eu un hommage à Gérard Philippe que j'avais fait, avec des archives et un montage que j'avais fait. C'est donc la seconde émission que j'ai fait intégralement partie de Continent sans visa. Parce que le but de cette émission, c'était de faire des reportages d'actualité. Il faut peut-être préciser qu'à l'époque, le téléjournal était fait entièrement à Zurich. Exactement. Et puis alors, est-ce que vous aviez envie d'avoir vos propres sujets d'actualité? Mais évidemment, parce que le téléjournal à Zurich était essentiellement sur la Suisse, d'une part, et surtout, quand il disait de problèmes étrangers, c'était des images venues d'extérieur, que toutes les télévisions d'Europe pouvaient montrer. Nous, on voulait montrer nos propres images et avec nos propres réflexions. Et ça a marché. Ça a marché parce que nous avons eu tout de suite des contacts avec 5 colonnes à la une et 9 millions en Belgique. 9 millions, entre parenthèses, un titre complètement imbécile. Ça s'appelait 9 millions parce qu'il y avait 9 millions d'habitants en Belgique. Décidément, Continent sans visa était un très bon titre. Bon, peu importe. On a mis en commun nos forces, les Belges, les Français et nous, pour parcourir le monde entier. Mais en matière économique ou financière, comment l'émission était produite? Vous vous souvenez combien ça coûtait de faire une émission? Oh non, oh non, ça ne me souvient pas. Mais il y avait aussi des accords de coproduction avec les autres télévisions? Voilà, on échangeait nos forces, soit en mélangeant même les équipes. J'ai fait des reportages seuls suisses avec des Français ou avec des Belges et vice-versa. Et les frais étaient partagés. Les frais de pellicule, les frais personnels, les frais de voyage. On faisait inviter par des compagnies d'aviation. On faisait n'importe quoi, mais on faisait des choses incroyables. Mais la direction de la télévision à cette époque vous donnait un budget suffisant? Ils étaient assez généreux à ce niveau-là? Pour les hôtels et manger. Pour la production de l'émission en général? Oui,
Oui, juste pour les hôtels et manger, c'est un peu juste, mais pour la pellicule, on était libre. Il n'y avait pas de limite de pellicule et des choses comme ça. Hein? Il n'y avait pas une limitation dans la Non, pellicule, par exemple. non, 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 non. Et qu'est-ce que vous utilisiez comme matériel technique? Bonne question. On utilisait parce que on dépendait encore de Zurich pour ça. Alors on utilisait du matériel allemand, le meilleur de l'Europe. Bon, il n'est pas mauvais, surtout les tables de montage. Les caméras, c'était bonnes, c'était des... Non, je me souviens plus, mais elles étaient très brillantes. Elles n'étaient pas faites pour des interviews. Je me souviens qu'on a fait une interview du colonel Nasser chez lui. La caméra complètement recouverte de manteaux, de couverture, pour que le son n'enregistre pas le de la caméra. Mais alors que d'autres équipes télé avaient déjà du matériel beaucoup plus silencieux, vous? Les Français, la fameuse... Coutan, qui n'était pas complètement silencieuse, mais quand même, c'était un miracle à côté. Mais alors comment ça se fait qu'à Genève, vous aviez pas la caméra Coutan? Alors, si, on l'a eu grâce à une combine. Il y avait une association des amis de la télévision. Je ne sais pas à quoi elle servait, mais enfin... Et ça, c'est du Schenker tout craché. Il a demandé à cette association d'acheter une Coutan. Mais on la rembourserait chaque fois qu'on l'utilisait. Bon, ça coûtait cher, d'accord, mais ça a été remboursé en 2 mois. Bon, on n'est eu qu'une au départ, mais très vite, ça avait... Les Suisses allemands nous regardaient avec des... Ils sont fous, c'est Welsh. Et alors, à partir de là, ils ont été convaincus par cette caméra? Bon, je sais pas. Chose curieuse, on n'a jamais coproduit ensemble. Avec Zurich? Avec Zurich. On a essayé une fois, pas nous. Un réalisateur suisse-allemand qui avait vu nos émissions, qui a été très intéressé, est venu voir Alexandre Burger, qui était notre producteur à Continent. Il lui a dit, j'aimerais bien faire un film du genre que vous faites. Alexandre a dit, mais pourquoi pas? Faites-moi un projet. Le cinéaste en question... Vous vous souvenez de son nom? Non. Non, Pas du tout. C'était un réalisateur de la télévision suisse-alémanique? Suisse-alémanique, qui aurait travaillé pour nous. Il a fait un scénario où tout était prévu à l'avance. Pour du reportage, hein. Dans la caméra, elle filme ceci, elle filme cela. Alexandre Burger me disait, il a même prévu à quel arbre on pourrait les pisser. On n'a jamais été sur la même longueur d'onde. Mais en parlant des liens avec la télévision suisse alémanique, il y avait quand même quelqu'un comme Walter Marty. Oui. Est-ce que là, vous avez eu des liens avec lui? Oui, mais plutôt le cinéma, peu dans la télévision. Mais lui, il faisait des choses qui vous intéressaient? On ne connaissait pas. On se connaissait amicalement, oui, mais pas professionnellement. Voilà. Mais vous-même, ayant fait la maturité à Zurich, vous étiez parfaitement bilingue. Oh, parfaitement. Non, mais facilement en rapport. Et puis vous l'avez utilisé
Oui, 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 ça m'a été utile parce que j'ai fait quelques films médicaux. Médicaux, alors pas hors de toute TV, pour la société Ciba-Geigy. Des films en Allemagne, avec des équipes allemandes. Des films tout à fait médicaux. J'avais une petite formation médicale, plus la langue, ça a été. Parfait candidat. Mais bon, j'en ai fait 3, 4 et puis il n'est pas vécu de ça. C'était à quelle période? Franchement, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est les mêmes... Années 60, forcément. Années 60. Est-ce que c'est les mêmes types de films qu'a fait Jean-Jacques Lagrange? Parce que Jean-Jacques Lagrange a aussi fait des films médicaux. Oui, attention, il n'a pas fait de films médicaux, il a fait des émissions médicales en direct, avec des cartes de reportage. Ce que moi, j'aimais pas. J'ai fait du direct. Je connais le pianotage du direct, mais j'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup parce que j'adore tellement le métier de monteur. En direct, le montage se fait instantanément. On n'a pas le temps de réfléchir. C'est pas intéressant. Mais bon, je l'ai fait quand même. Pour revenir donc au matériel technique, la caméra coûtant pour l'image, et puis pour le son, qu'est-ce que vous utilisiez comme technique? Oh, écoutez, forcément le Nagra, mais pas au début. On avait n'importe quoi. Des choses qui sont montées à la main. Oui. Une bande magnétique? Sur bande magnétique quand même. C'était pas... Oui, mais quand même. Oui. Oui. Et puis la pellicule, vous filmiez sur Alors, quel support? 16 mm? hein? Sur du 16 mm? Toujours sur du 16. Très rarement, je crois, en 35. Je me souviens pas. Le 16, ça suit pour la télé. Ça suit. Et je me souviens quand j'étais responsable du service film, on m'a demandé de la part de Fuji, Kodak, je ne sais plus, de choisir à l'avenir quelle pellicule on allait employer. Moi, je ne connaissais pas grand-chose aux pellicules, sauf que quand même, je sais ce que c'est qu'un degré, machin, 6000 degrés, comment ça s'appelle? Kelvin. Kelvin, parfaitement. Bon, mais toutes ces pellicules se ressemblaient. Alors, j'ai choisi Kodak parce que simplement les laboratoires qui existaient en Suisse romande, il y en a un à Lausanne et un à Genève, Cinégramme, étaient équipés pour le Kodak. C'est tout. Justement, vous aviez quelle relation avec le laboratoire? Excellente, excellente. Mais je veux dire, c'était quoi le travail commun entre le laboratoire et vous? C'était la rapidité, simplement. Quand on rentrait de reportage, c'était en général urgent de développer. Donc le laboratoire était sympa parce qu'il faisait le développement hors des horaires. Voilà. Jusqu'au moment où on a eu notre propre laboratoire, mais bien plus tard. Est-ce qu'on pourrait revenir sur comment se déroulait la production et la réalisation d'une émission de Continent sans visa? Est-ce que vous pourriez évoquer un reportage que vous avez fait en particulier? Écoutez, il y avait 36 000 formules. Par exemple, en 1963, Kennedy est assassiné. Bon.
conférence de continent, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dis, on ne va pas aux États-Unis. Il y aura toutes les télévisions du monde. Inutile. Chiche qu'on va à Moscou. C'était culotté. Personne, aucune équipe suisse n'a jamais été à Moscou. Monsieur Burcher saute sur l'occasion, mais c'est une très bonne idée. Deux choses. La Russie, non, l'URSS, nous doit de l'argent. Parce qu'ils avaient fait un tournage une année avant sur Lénine en Suisse. Et naturellement, ils n'avaient pas tout payé les frais. Donc, ils nous devaient de l'argent. Et les Russes étaient d'accord. Deuxièmement, le satellite, je ne sais plus quoi, venait d'entrer en fonction et on savait que le peuple soviétique avait vu l'histoire de l'assassinat de Kennedy. Ils étaient au courant. Et troisièmement, on savait que Khrouchtchev était avec Kennedy en meilleur thème que d'habitude. Les guerres froides étaient un peu tièdes. Donc, on part, seulement deux, Jean-Pierre Gretin, le frère de Claude, et moi. Ça fonctionnait avec une équipe, un journaliste, un réalisateur, ou c'était comme ça que ça fonctionnait? Oui, mais pour filmer, il fallait une équipe. Donc l'équipe était soviétique. Soviétique, oui. Alors, c'était marrant. Nous, on avait l'habitude de faire tous nos reportages à 4. Réalisateur, journaliste, caméraman, preneur de son. À Moscou, on était 12. 12. Le caméraman avait un assistant. Le preneur de son avait un assistant, plus un perche-pan, plus une interprète pour le technique, une interprète pour l'interview. On se déplaçait en 2 bus, pas VV, mais enfin semblable, et c'était lent pour s'installer. Mais, pardon, techniquement impeccable. Prise de vue absolument impeccable. Le son absolument impeccable. Des vrais pros, mais pas vite. Mais on s'est bien entendu. On était devenus très... Ils étaient très jeunes. On était très contents. Sauf que le jour où on est parti, ils devaient me donner la pellicule et le son à l'aéroport. Ils sont arrivés sans rien. Parce que on a eu des problèmes, mais vous les recevez dans les 48 heures. Il n'y avait pas de problème, simplement la censure est passée par là. Il a coupé des choses qui, pour eux, étaient trop pro-occidental. Un homme qu'on a interviewé en français à la librairie française qui pleurait. Alors, on avait décidé qu'on n'interviewait aucune personnalité politique. C'était uniquement la population. Sur la place rouge, au grand magasin du GOUM, dans l'université, etc., etc. Mais bon, c'était quand même pas mal. Et de retour après en Suisse, c'est vous-même qui avez fait le montage des images tournées sur place? Comment ça s'organisait après, oui. la post-production? La post-production,
mais c'est entièrement le réalisateur qui fait. Ouais. Et qui fait les commentaires? Ah non, non, pas le commentaire, le journaliste. Mais surveillé par le réalisateur. Il y avait des journalistes, Monsieur Georges Kallman, pour ne pas le nommer, un très bon ami. Quand il faisait un commentaire, il ne faisait pas attention à ce qui se passait de l'écran. Parlait. Il n'y avait aucun silence. Donc, aucune notion de bruit. Des bruits, des musiques, des respirations. Alors, on s'entendait très bien avec lui. Et il me donnait son texte et je parlais. Ça, c'est pas utile, ça, c'est pas utile. On respirait. Il était toujours d'accord avec moi. On était très communs. Est-ce que vous aviez un temps limité pour faire le montage à Genève? Comment? Est-ce que vous étiez limité dans le temps pour faire le montage? Non. Quelquefois, l'actualité, oui. L'interview de Nasser a été diffusée le lendemain de notre retour. Donc le montage s'est fait pendant la nuit. Mais c'était exceptionnel. On avait le temps. L'émission était mensuelle, hein? Pas comme temps présent. C'était mensuel. On avait le temps. Et par exemple, une fois par mois, il pouvait y avoir une émission qui venait de la Belgique, et puis, ou bien de France. Tout à fait. Toujours. Tout mélangé. Ouais. En discutant avec vous tout à l'heure, on parlait de la question des droits d'auteur. Ouais. Ça, c'était intéressant parce que vous nous avez dit que, en tant que réalisateur, finalement, vous n'avez jamais eu de droit sur les films que vous avez réalisés dans le cadre de Continent sans visa. Jamais. Non seulement Continent, mais tous les autres émissions. On n'a jamais connu de droit d'auteur. Alors, comment ça se passait? C'est le producteur? C'est la TSR. C'est la télévision elle-même. Qui avait tous les droits. Contrairement aux Français, par exemple, où le réalisateur a des droits. On a fait étudier les problèmes par un avocat spécialisé. Ça n'a rien donné. Parce que vous êtes battu pour que les choses changent. Oui, on a essayé dans les années 60, 70, non pas 60, c'est trop tard, mais 60, on a essayé, mais il n'y a rien à faire. On est des petites choses. On était. Vous avez parlé juste avant de ce journaliste qui mettait beaucoup trop de textes dans les reportages. J'aimerais juste que vous nous disiez un petit peu comment vous conceviez vous-même la télévision, parce que je crois que vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup l'image, et puis pas trop de texte par-dessus. C'est juste? Je vois bien. Écoutez, le métier de réalisateur, c'est de montrer des images le plus possible. Bon, des interviews de personnalités importantes comme des chefs d'État, j'en ai fait beaucoup. Ceausescu, Bourguiba, Monseigneur Macarios, etc. Bon, mais ça ne vaut pas l'image. L'image raconte des choses formidables. On apprend 1000 choses avec une image, souvent, qui mériterait 1000 mots. L'image est très parlante. Et c'est pour ça que, actuellement, je déteste la télévision. Je la regarde plus du tout. Parce que tout qui est culture, politique, enfin tout, c'est des gens qui parlent.
des talk shows, comme on dit. C'est une aberration. Il n'y a plus d'image. On parle. Il y avait un réalisateur français célèbre, Jean-Christophe Averty, qui a au moins 60 ans, disait la TV, c'est de la radio polluée par l'image. Eh bien, c'est ce que je pense aujourd'hui de la TV, en général. C'est des exceptions, mais on n'est plus, comme je dis, on n'est plus les témoins de ce qui se passe. Moi, on m'a reproché d'avoir écrit mon livre sur le continent soviétique, d'avoir intitulé Témoin de la Terre. On m'a dit, mais Continent sans visa est un excellent titre. J'ai laissé faire. Et aujourd'hui, je trouve que Témoin de la Terre est un excellent titre. Nous, on est témoins. Même si c'est un peu personnel, on était témoins de ce qui se passait dans le monde entier. Pardon. Aujourd'hui, on n'a plus de témoins. On interviewe des gens qui savent que d'un autre, après un autre, ils ont blablatent. Même s'ils sont très intelligents, c'est pas le problème. Ils parlent. Ils ne sont pas témoins, l'image n'est pas là. Mais voilà mon point de vue. Alors ça veut dire que pendant toutes les années Continent sans visa, vous avez passé votre temps à parcourir la planète? Oui. Ça pendant des années? Oui, pendant 10 ans. Pendant 10 ans, je dois dire que c'était à la fois passionnant pour moi, à la fois très dur pour la famille. Vous imaginez, j'avais une femme et 3 enfants. Mes enfants ne me connaissaient presque pas. Ils m'ont travaillé pendant 3-4 ans. J'ai calculé, pendant 3-4 ans de suite, j'ai pas passé un seul mois en entier à domicile. Sauf 1 mois par année pour les vacances. Ça, c'était absolument intouchable. Mais c'est peu. Mais j'avais une épouse formidable. Mais c'est autre chose. Mais il faut aussi dire que vous étiez dans les endroits les plus chauds. Enfin, vous avez été au Vietnam. Alors, ça, c'est une chose que j'aime beaucoup. J'ai été dans 10 pays en guerre. Pas pour mes lignes, quand même. Mais j'aime aller dans les pays en guerre parce que les personnes sont poussées à l'extrême de leur rage. Elles racontent, même si c'est à notre avis une erreur, peu importe, elles sont très sincères. Très sincères, beaucoup plus qu'en temps de paix où on est... Voilà, je crois. J'aime beaucoup. Bon, j'aime moins les quelques aventures un peu désagréables que j'ai subies. Mais bon, je ne suis pas mort. J'ai fait un peu de prison. J'ai pu me cacher avec des balles au-dessus de la tête, mais je suis là. Et puis, vous m'avez précisé que vous n'étiez jamais obligé de partir non, la TSF. Non, la TV était très, très sympa pour ça. Partir dans les pays en guerre, c'est c'était un choix. Un choix. Si on a peur ou si on ne veut pas obligé. Alors, comment vous choisissiez vos sujets pour Continent sans visa? C'était une discussion... L'actualité. L'actualité. Oui, l'actualité. On se réunissait régulièrement toutes les semaines. Et quelle relation vous aviez avec, par exemple, Goretta? Ou avec Lagrange, vous aviez la même conception
du documentaire dans Continent sans visa? En gros, oui. Nos relations étaient amicales, très amicales, mais pas professionnelles, bien sûr. On n'a jamais travaillé ensemble. Parce que vous étiez réalisateur. Des amis, mais des très très bons amis, qui fait que on a été, je crois, un groupe très créateur. On est tous sur la même longueur d'onde, même si nos personnalités sont très différentes. Au contraire, il faut des personnalités différentes. Et Alexandre Burger, qui était un type merveilleux, réunissait tout ça avec une capacité de gentillesse, de formidable. Ouais. Et dès le moment où Goreta a commencé à faire de la fiction, vous, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Alors, je me suis dit que ça, c'était pas pour moi. Sauf que j'ai fait des études à Paris pour faire du cinéma, pas de la télé. Et d'ailleurs, en entrant à la télé, pour moi, c'était une période pour me sauver financièrement. Mais l'avenir, pour moi, c'était le cinéma. Et j'ai écrit plusieurs scénarios que j'ai envoyés à Berne pour avoir une aide. Et ça a toujours échoué. Et pourquoi? Parce que dans ces scénarios, j'ai raconté des histoires d'une Suisse très riche qui n'est pas assez généreuse avec les pays en voie de sous-développement, que je connaissais bien. Il y avait beaucoup de reportages sur le Népal, sur l'Afrique, sur le Brême. Et bien sûr, ça n'a pas plu politiquement à Berne. C'est politiquement incorrect. Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Parce que je sais maintenant, enfin j'ai su assez tard, que je ne suis pas un bon directeur d'acteur. Je ne serai jamais un bon directeur d'acteur. J'aime pas trop la fiction. J'aime la réalité. La fiction, j'en ai fait une seule. Bon, pas mal réussi, mais c'est une exception. Mais à la fin des années 50, donc très tôt dans vos débuts comme réalisateur, vous avez tout de même fondé un groupe qui s'appelle La Talente. La Talente, comme par hasard, La Talente. Non, c'est pas un hasard. Oui, avec mon ami Jean-Louis Roy et Jacques Rial, on a fondé un petit groupe à trois pour faire à l'avenir des films d'auteur. Mais attention, en 16 mm avec des moyens extrêmement réduits. On avait 3 films. Le premier, Lumière de fête, avec Jean-Louis Roy, qui a eu quand même un diplôme d'honneur au festival de Locarno, quand même. Et puis, bon, ça s'est arrêté là. Mais là, vous êtes associé avec ces deux, avec Roy et Rial, dans l'idée de faire du film d'auteur, mais du film documentaire ou de fiction? On n'avait pas décidé. Plutôt documentaire. Jean-Louis Roy, il travaillait à la télévision? Oui, il était là avant moi, mais il était en culotte courte. Il était un type avec qui j'étais ami profondément, immédiatement. Il était alors caméraman, je crois, de plateau. Il avait tout juste 20 ans à l'époque. Même pas.
même pas. C'est venu par Roger Mapas. Elle était caméraman. Et puis il a été monteur. Et enfin, plus tard, réalisateur. C'est lui qui a osé faire des films de fiction. Et ma foi, moi j'ai revu récemment L'inconnu Jean Igor. C'est terrible, c'est merveilleux. Ça va pas loin sur le plan de l'histoire. C'est une histoire pas policière, mais une histoire de... Il parodie le film d'espionnage. Voilà, pas d'espionnage, mais c'est tellement bien fait. Et les acteurs sont tellement bien dirigés. C'est parfait. Dommage qu'il ait abandonné. Je vois que beaucoup moins. Et puis Jacques Rial, il est devenu ambassadeur de Suisse. Mais alors comment est-ce qu'il est arrivé dans votre groupe? Un ami? Un ami, simplement. Et puis alors... Et puis, oui, il faisait pour lui-même, il avait une petite caméra Rolex et il faisait des reportages pour lui-même. Pas mal, il a eu un certain temps, puisqu'il y en a même qui ont passé à Continent sans visa. D'autres. Et puis alors, ces quelques films sortis par La Talente, parce qu'il y en a quand même eu 2 ou 3, ouais. Ils ont été produits comment? Avec quel argent? Le nôtre, non, la TV nous a aidés en permettant d'utiliser les tables de montage en dehors des heures. Parce que vous étiez réalisateur à la télévision, c'était... Bien sûr, on était connus. Et les caméras nous étaient prêtées, on n'avait que la pellicule à payer. Alors c'était presque une sorte de coproduction avec la télévision, avant l'heure. Avant l'heure, oui, si on veut. Ça a peut-être donné des idées à d'autres 10 ans plus tard. Mais la télé nous a jamais demandé qu'est-ce qu'on faisait. Donc elle vous laissait très libre. Totalement. Et puis ça donnait pas des envies à vos collègues? Je crois pas. Non. Non, d'abord c'était très au début, c'était 50... 58, 59 57, 58, pas plus. Mm-hmm. Mais est-ce qu'on peut revenir sur les films qui ont été réalisés quand même dans le cadre des films de La Talente? Vous avez parlé de Lumière de fête, co-réalisé avec Roy. Oui. Là, il s'agit donc d'un documentaire, tourné à Genève. Oui. Et quels sont les 2 autres films? Rial a fait Le peuple assassiné. C'était une histoire de l'époque romaine. Oh, je sais plus. Et Jean-Louis a fait un autre film seul. Seul, oui. Mais je ne sais plus. D'un jour à l'autre. Ça s'appelle pas D'un jour à l'autre ou quelque chose comme ça? Peut-être. Il me semble. Ça, c'était une fiction ou un documentaire? Ok. Non, je ne sais plus. No comment. Mais alors pourquoi vous avez abandonné cette formule? Les films de La Talente n'ont pas existé au-delà de ces 3 essais. On était trop pris par notre métier. De nouveau, hein. Et ça rapportait rien. J'ai 3 enfants. Hein? Mais l'idée, c'était aussi de produire d'autres personnes. Comment? L'idée, c'était aussi quand même de pouvoir éventuellement produire d'autres personnes. Oh, ou même pas. Si, peut-être. Mais c'était des si. Oui. Mais alors plus tard, quand le groupe 5 s'est formé, oui. Faut dire que pratiquement tous les membres du groupe 5 ont été des réalisateurs de Continent sans visa. Oui. Tous, je crois. Et pas moi.
Et alors, pourquoi vous n'avez pas fait partie du groupe 5? Je ne sais pas. Ils ne m'ont pas contacté. Peut-être serait-il déjà que je n'ai pas fait pour les fictions. Ils savaient. Je ne le cachais pas. Ça ne m'intéressait pas beaucoup. Sauf que j'ai mes petites idées pour écrire des scénarios, mais ça n'allait pas plus loin. Voilà, ça c'est simple. Mais comment vous avez vécu l'expérience du groupe 5 au sein de la télévision? Parce que moi, une question que je me pose, c'est pourquoi le groupe 5 n'a pas duré plus longtemps que 72-73? Il y a eu 2 accords de coproduction, et après, il n'y a plus rien eu. Est-ce que vous avez une explication? Non. Non, ça il faut demander à Tadin. Mais alors, pour quelqu'un comme vous qui étiez en dehors de ce groupe, Oui. comment vous perceviez le fait que ces réalisateurs travaillent avec la télévision, mais en partie de manière indépendante? Un peu indépendant, je trouvais très bien. J'avais aucune envie d'y Jalousie. participer, mais je trouvais très bien pour eux. Non, ça ne m'ennuyait pas du tout. On ne se rendait pas compte, figurez-vous, à l'époque, on ne se rendait pas compte qu'il était en train de naître un nouveau cinéma suisse romand. On s'est rendu compte après, mais sur le moment. Pour nous, c'était bon, ils essayent, tant mieux. Et donner naissance à un vrai nouveau cinéma, on n'était pas conscient. Alors, dans le cadre de Continent sans visa, vous avez rencontré beaucoup de personnalités extraordinaires, mais Oui. il faut dire aussi que vous avez, par exemple, rencontré Jacques Brel. C'était dans un tout autre contexte. Oh oui, C'est l'émission Cinéma Vif. cinéma vif. Comment cette émission a débuté? Racontez-nous un peu les débuts. Un jour, René Checker reçoit une lettre de monsieur Roloff Maurice Arlot de Paris. Et il disait qu'il était genevois, même d'une vieille famille genevoise, et qu'il vivait à Paris, et qu'il était scénariste et dialoguiste, et qu'il avait entendu parler de la télévision suisse, et qu'il proposait de faire des émissions sur le cinéma, en France d'abord. Est-ce que ça intéresserait la TV et est-ce que ça intéresserait un cinéaste? Bien sûr, Schenker, avec un monsieur de Paris, pense immédiatement à moi, à cause de l'IEC. Il me donne cette lettre et je suis intéressé. J'écris à ce monsieur et on se rencontre en 1961, en plein continent. Et on a commencé une collaboration qui a duré 12 ans, où on faisait une émission, en tout cas tous les mois, sur le cinéma, soit en invitant des personnages. Il y avait surtout des acteurs, mais pas seulement. Il y avait des producteurs, des scénaristes, des vedettes, évidemment. Alors, on a fait Jacques Brel parce qu'il tournait dans le film, il s'appelait La Bande à Bordeaux. Un film de Jean Froissier, si je me souviens bien. Jacques Brel, on a été, je dois dire, mais en un quart d'heure, très, très proche. On s'est tutoyé tout de suite. Et on s'est vu plusieurs jours de suite.
Et un jour, il m'a dit cette chose merveilleuse qu'il décrit très bien. Il le décrit très bien. Un drôle de personnage. Il me dit, tu crois que la vie, c'est une jolie fille qui t'entend en haut du chemin avec un bouquet de fleurs à la main par un grand soleil? Non, la vie, il pleut, le chemin est dégueulasse et il n'y a personne qui t'attend en haut du chemin. C'est un type profondément déchiré, mais passionnant. Malheureusement, on n'a pas suivi notre amitié naissante. Mais alors, pour revenir à l'émission Cinéma Vif, quel intérêt avait Arlo de s'adresser à la télévision romande, vous savez? Parce que je crois que la télévision française elle était monopolisée par je ne sais plus qui, tandis qu'en Suisse, il n'y avait personne. Pour parler de cinéma? Pour parler de cinéma. Et il était quand même attaché à Genève. Son frère, par exemple, était photographe à Genève. Voilà. Est-ce que par hasard, il existait une émission à la radio qui parlait de cinéma à l'époque? Je sais pas, on sait, la radio, pour moi, c'est... À part la dernière guerre mondiale, j'écoute plus jamais. Et puis, est-ce que vous étiez le seul réalisateur pour l'émission Cinéma Vif? Pratiquement, oui. Pierre Barne m'a remplacé une ou deux fois, simplement parce que j'étais en voyage pour le continent. Sinon, uniquement Pierre Barne, disons le seul. Et puis donc le but c'était de rencontrer des réalisateurs, comme vous l'avez dit, toutes sortes de gens, et puis aussi de suivre des tournages. Oui, alors on faisait des reportages dans les studios, en tournant une scène au moment où elle était en répétition, naturellement, pas la scène définitive, mais en cinéma on répète beaucoup, c'est facile. Alors moi j'aimerais bien savoir si vous vous êtes intéressé au cinéma suisse dans ce cadre-là. Oui, bien sûr. Souter, Jean-Louis Roy, Goethe et Tanner. Et même en Suisse allemande, on était une fois. Pour suivre qui? Alors ça, vous posez une colle, je sais plus. Oui, oh non, je sais plus. D'accord. Est-ce que vous avez fait par exemple quelque chose sur le groupe 5? Ou bien c'était vraiment pas... Oui. Essentiellement Tanner. Et puis vous avez continué à réaliser des émissions pour tous les cinémas du monde, c'est l'émission... C'est la même chose, on a changé de titre, mais en fait, bon, tous les cinémas du monde nous a permis d'aller voyager un peu. Un peu plus loin des cinémas. Et pas n'importe où. On a été en Hongrie, quand même pas mal, surtout pour le studio Pannonia, qui était spécialisé dans le dessin animé. Il y avait un auteur qui avait fait des films absolument formidables. Comme les pays de l'Est à une certaine époque. C'était des films antimilitaristes, mais d'une beauté absolue. On était en Pologne, au temps du communisme. On a été en Roumanie. Non, c'était Ceausescu. Enfin, on a été en Tunisie. En Tunisie, pour deux émissions. Une sur un congrès des cinéastes africains et surtout un film que j'ai trouvé merveilleux à faire qui s'appelait Le bus à Béchir. Béchir était un conducteur d'un bus VV qui faisait des projections de cinéma dans les villages perdus du désert sud-sudinien
sur des gens, avec des gens qui n'avaient jamais vu de leur vie de cinéma. Il avait une batterie prise sur le moteur, je sais pas comment, et de nuit, sur une paroi blanche d'une maison, il projetait des films. C'était passionnant de voir les gens, la première fois, voir. Ils voyaient des choses que nous ne voyions pas. Je me souviens, par exemple, un paysan nous a dit, mais c'est drôle, il y a beaucoup de poules là. Des poules? On était en pleine action d'acteurs, mais il y avait effectivement une poule. Ça le fascinait de voir des poules sur un mur formidable. Il y avait des films naturellement religieux sur le le grand pèlerinage, la Mecque, mais des films d'histoire égyptienne, d'histoire d'amour complètement ridicules. Mais les gens étaient fascinés. Voilà. Tous les cinémas du monde. Et même au début, on avait le cinéma et ses hommes, comme titre. Pour tous les cinémas du monde? Non, avant. Pour Cinéma Vif? Oui, toujours. Trois titres différents pour, grosso modo, la même émission. Mais on était totalement libre. Alexandre Burger était officiellement le producteur, mais en réalité, tout le choix, les endroits, les dépenses, c'est Arlo et moi qui les faisions. Et Burger, comme à son habitude, nous laissait totalement libres. Alors je reviens juste au cinéma suisse que vous avez suivi avec Cinéma Vif. Est-ce que vous aviez des retours de la part des téléspectateurs sur ces émissions-là? Non. Ça avait du succès, vous savez? Oui. Ça intéressait les gens? Je crois. Donc personne n'a osé, mais j'ai pas eu le même sentiment de succès qu'avec Continent sans visa. D'accord. Je crois pas. On demande dans mon souvenir. D'accord, oui. Alors suite à Continent sans visa, on sait que c'est Temps présent qui a... 3 semaines après la dernière de Continent sans visa, il y a eu la première de Temps présent. C'était la même équipe? Au départ, pratiquement la même. Mais pas avec tous. Pas avec moi, par exemple. Il y avait Lagrange, surtout Thora Satin, et sauf erreur, Jean-Pierre Greta. Est-ce que l'idée était à peu près la même? Oui, sauf que d'abord c'était hebdomadaire, alors que Continent était mensuel, et que Thora Satin avait une bonne idée de dire que c'est très joli de découvrir la réalité du monde entier, mais quelquefois, au bout de la rue, il se passe des choses intéressantes. Il y a des personnages intéressants. C'était pas beau. Donc, Temps présent touchait aussi bien, beaucoup plus que nous, je crois, la Suisse, que le reste du monde. Justement, vous souvenez d'un Continent sans visa en Suisse ou pas? Que j'ai fait moi? N'importe qui? Oh, non, c'est trop vieux. L'idée, c'était plutôt de partir avec Continent sans visa, évidemment. Ouais. Ouais. Alors, dans le cadre de Temps présent, il y a une émission que vous avez réalisée, mais qui n'a jamais été diffusée. Ah, oui. Une émission en Iran. Alors, racontez-nous un petit peu. 1984. La tête de Temps présent, il y avait Jean-Philippe Rapp.
Et je suis approché par des amis suisse-allemands qui me proposent de faire un film sur le fameux ayatollah Khomeini. Bon, on saute sur l'occasion, c'est quand même un personnage extrêmement important à l'époque. Et aujourd'hui encore, l'Iran, hein. Bon. Cette équipe de Suisse allemande, on était en fait des créateurs d'une petite société comme semblable au film de la Talente. Il n'a jamais fait de film, mais le journaliste entre guillemets, il n'était pas professionnel, avait pas mal d'argent et il voulait retourner en Iran. Je dis mais retourner. Son gros avantage, c'est qu'il parlait, il avait vécu 20 ans en Iran et il parlait couramment le farsi. Donc, je demande à Jean-Philippe Rapp, j'ai affaire avec une société qui payerait tous les frais, à nous de payer simplement nos frais, caméraman, production et moi. Le reste, c'est le déplacement, le voyage dans le pays, tout est aux frais de cette société X. Donc Philippe Rapp dit d'accord. Surtout que l'ambassade d'Iran à Berne nous a assuré que Khomeini nous ferait l'honneur de nous recevoir 3 fois 20 minutes. Paf, on part à Téhéran et tout se passe bien. Sauf que Khomeini, on l'a jamais vu, naturellement. Mais peu importe, j'ai un peu l'habitude des imprévus. Ouais. On a décidé de montrer la vie quotidienne des Iraniens en 1984. C'était passionnant, beaucoup plus passionnant parce qu'on ne connaissait rien. Il y avait des pauvres, mais il y avait des riches. Par exemple, on était interviewé un garagiste. On lui demandait comment il gagnait sa vie comme garagiste. Il nous vendait des Mercedes et des BMW. Oh, ça va mal. On ne vend que nos 2 Mercedes par semaine. Combien vous les vendez? L'équivalent de 500 000 francs suisses. Mais à part ça, il y a la misère. Et surtout, c'était une période de guerre. L'Iran était en guerre avec l'Irak pour des questions pétrolières, naturellement. Enfin, bref, on a pu traverser tout le pays jusqu'au golfe Persique. Un reportage que je trouve encore, je l'ai vu récemment, pas mal du tout. De retour à Genève, je fais le montage, la sonorisation, mais pas encore les surimpressions définitives, le générique, etc. Et je pars pour autre chose. Là-dessus, M. Torasanta revient au pouvoir en temps présent. Il regarde ce film et il devient un ayatollah interdisant l'antenne à ce film, qui n'a donc jamais passé. Il n'y a guère que 20 ou 25 personnes au monde qui ont vu ce film. Voilà. Pourquoi il a pas pu être diffusé? Alors, pourquoi? Je n'ai jamais très bien su. D'abord, le titre. Un peu... Bon, la société des justes. Mais c'est pas nous qui avons inventé ce titre. C'est les Iraniens eux-mêmes qui se disent être la société des justes. Et
le commentaire, on le cite comme ça. Le commentaire, en plus, n'est pas forcément d'une tendresse absolue pour le régime Roumanie. Quand même, je n'ai pas compris. Alors, on a dit, parce que Claude Rassata, qui est un bon ami, m'a jamais dit à moi pourquoi il interdisait ce film. Il l'a dit aux journalistes suisse-allemands. Je crois que c'est pas tellement que ce soit pro-iranien. Je ne crois pas. C'est surtout une question professionnelle. Claude n'aime pas les amateurs, entre guillemets. Le journaliste suisse-allemand n'était pas un journaliste officiel. Il n'avait pas de carte de presse. Donc, pas d'antenne. Et moi, j'ai jamais su les causes exactes. En tout cas, celui n'a rien passé. Dommage, parce que je l'ai montré à quelques personnes, beaucoup d'années plus tard, plus de 10 ans plus tard, lorsque j'ai fait un autre voyage, mais touristique cette fois-ci, en Iran. J'ai montré à mes amis touristes. Ils ont dit, mais ça n'a absolument pas changé. Ce que tu as montré il y a 13 ou 14 ans, c'est ce qu'on a vu exactement. Et j'ai l'impression, bon, je ne connais plus l'Iran aujourd'hui, mais qu'il se passerait maintenant sur les antennes de la télé, c'est comme s'il a été filmé hier. Enfin, je crois. Vous avez connaissance d'autres émissions qui n'ont jamais été diffusées à la TSR? Non. C'est un cas exceptionnel. C'est un cas exceptionnel. Non, on était très libre. D'accord. Tout à l'heure, vous avez évoqué, en passant, un film de fiction, un seul film de fiction que vous avez réalisé. Oui. En Gruyère. Oui. Dites-nous un peu plus. Écoutez, ayant acheté une fois une résidence secondaire à Gruyère, près de Bille, j'ai appris l'existence d'un, comment l'appeler, un révolutionnaire gruyérien célèbre, Pierre-Nicolas Chelot. Il y a d'ailleurs sa statue devant le château de Gruyère, le point levé. En 1790, je crois, à peu près, à la même époque que la Révolution française, il a réussi à soulever 3000 paysans pour attaquer les bourgeois de Fribourg. Il a été jusqu'à Fribourg. Et les bourgeois de Fribourg, avec l'aide des Bernois qui s'occupaient de tous les territoires d'ailleurs à l'époque, ont sorti un petit canon. Il n'a même pas tiré. Ça a suffi pour les paysans révoltés abandonnent. Mais sur le chemin du retour, Pierre-Nicolas, sa tête a été mise à prix et Pierre-Nicolas Chelot, au milieu d'une forêt, a été assassiné par un de ses amis, entre guillemets. Bon, voilà l'histoire. Ça m'a intéressé et j'ai fait des recherches aux archives de Fribourg et j'ai écrit un scénario complet, avec dialogue, et j'ai fait jouer ceci par des acteurs professionnels. Il y avait Gérard Carra, il y avait, je ne sais plus, et le vedette, le Pierre-Nicolas, était Jean-Marc Bory,
acteur suisse vivant à Paris, mais connu par le fameux film avec Les Amants de Louis Malle, avec Jeanne Moreau. Jeanne Moreau. Merci. Voilà. Alors ça, c'est la seule fiction que j'ai faite avec des droits d'auteur pour Televisa. J'ai pris congé de la TV pour quelques mois et Televisa a produit le film. Mais l'idée était la vôtre? C'est vous qui vous êtes approché? Totalement. C'est vous qui avez fait des démarches pour trouver un financement? Non, le financement, c'était Televisa. Est-ce que vous pouvez juste Televisa, à l'époque, produisait régulièrement des fictions pour la TV. Il y avait une sorte d'accord entre la TV et Televisa, comme en France, il y avait Tel France avec les chaînes de TV françaises. Televisa faisait surtout des séries, des feuilletons, non? Oui, après, je crois. Mais là, c'était pas une série. Enfin, peu importe. Et quand le film a été terminé, le producteur de Televisa, dont je ne citerai pas le nom, m'a fait un compliment formidable. Mais il m'a dit, tout l'argent est sur l'écran. J'ai beaucoup apprécié. Il faut dire que c'était un film en costume. Oui, bien sûr. Alors, un film assez amusant, parce que je l'avais mélangé à l'époque contemporaine. Pour la première scène, par exemple, on voit Boré, en costume, engueuler des ennemis de l'époque, en costume, au milieu du marché du jeudi de Bulle, aujourd'hui. C'était marrant de jouer sur les différences. Et puis il y avait des scènes alors complètement reconstituées en costume et sans mettre des choses modernes. Et puis donc ça, c'est pas une expérience que vous avez reconduite, de faire un film de Écoutez, fiction? Enfin, de fiction. J'avais un... Oui, c'est une bonne question. J'avais un producteur, grand bon, de la TV, qui plus ou moins supervisait mon scénario pour Televisa, mais sans être impliqué. Et il m'a dit qu'il était très content de l'expérience. Je devrais faire un autre scène. J'étais fasciné par l'histoire de Farinet. Farinet ou la fausse monnaie, le célèbre roman de Ramus. Le Ramus écrit l'or dans la montagne. Je vais commencer par détruire cette fiction. Il n'y a jamais eu d'or dans la montagne suisse. Jamais. Ils faisaient des fausses pièces de 20 centimes en argent, en métal quelconque. Mais peu importe. Donc, je faisais un peu la même chose. Farinet, à l'époque, je ne sais plus quelle année, et mélangé avec l'époque contemporaine. Et finir quand même par la fin avec une sorte d'hymne à la liberté avec des textes de Ramus lui-même. J'étais assez fier de ce scénario. Et c'est tombé complètement à l'eau parce que mon cher producteur a trouvé très bien, mais il n'a rien fait pour le faire aboutir. Voilà. Mes deux seules expériences que j'aurais pu faire, dont une me tient finalement plus à cœur que l'autre, c'est Freinet. Connais pas Et puis, donc vous n'avez pas réalisé de dramatique comme certains autres réalisateurs? Non, ça jamais.
Par contre, outre vos très nombreux reportages, vous avez aussi fait quelques films sur l'art. Oh, Alors, dans je le n'ai cadre... pas fait assez, malheureusement. Mais ça, c'était aussi dans le cadre de la télévision. Ah, uniquement. Produit par la télévision. Produit par la télé. D'accord. Oui, j'ai fait 2 films auxquels je tiens assez. Un film sur la vie de Rembrandt, à travers ses autoportraits, et un film sur sur la rue de Albert Schira à Genève, qui s'appelait le Minotaure. Mais vous vous souvenez dans quel cadre ces émissions étaient diffusées? Non. C'était des émissions culturelles qui étaient, sauf erreur, dont le producteur était Pierre Barthes, qui était devenu producteur. Je ne sais pas comment, pourquoi. Peu importe, comme c'est un ami, on s'entendait très bien. Hein? Je sors un tout petit peu de la télévision. Ouais. Vous avez fait partie de l'association des réalisateurs de films suisses. Ouais, j'avais la carte numéro 1. C'est dire que vous en avez été un des fondateurs? Ouais. On a fondé ça autour d'un pot entre... il y avait Tanner, il y avait le Suisse allemand dont on parlait... Marty, et 2 ou 3 autres. Mais à l'usage, ça s'est mal terminé. Parce que ceux qui faisaient que des films pour le public, pour le cinéma, on avait tendance à un peu dédaigner ces réalisateurs pourris. Bon, pourris, ils n'ont pas dit ça, mais fonctionnaires, si vous voulez, de la télé, qui n'ont pas les mêmes soucis financiers que le cinéma. Oui, d'accord, mais le travail est le même, que ce soit de 16 mm ou de 35. Où est la différence? Même pas au montage. Alors, on est, avec la Grange surtout, on n'était pas content et on a quitté cette association qui servait à rien, finalement. Pour vous, elle ne servait à rien du tout? Rien du tout. Bon, pour les réalisateurs de cinéma, elle a quand même servi à faire avancer les choses. Et la loi sur le cinéma a été appliquée à partir de 1963. Donc il y a quand même eu... D'accord. Oui, c'est vrai. Mais pour les réalisateurs de la télévision, vous vous êtes pas senti inclus dans cette association? Non. Alors François Bardet, dites-nous un petit peu le regard que vous portez sur toute votre carrière de réalisateur. Écoutez, sincèrement, je crois que j'ai la vie la plus merveilleuse qu'on puisse avoir. J'ai adoré mon métier, même avec des ennuis, des périodes pas de désespoir, jamais, mais un peu d'ennui. C'est le plus beau métier du monde pour moi, parce que d'abord, on n'est pas seul. On est en équipe. En grosse ou petite équipe, peu importe. On ne fait rien tout seul. Et tous les métiers qui contribuent à un film sont des merveilles. On fait une équipe soudée. Cri de gueule, habilleuse, acteur, caméraman, monteur, etc. C'est un monde d'équipe. Et c'est ça que j'ai adoré. Vous avez commencé par l'IDEC, vous destiniez peut-être à une carrière de cinéaste, et puis vous avez fait toute votre carrière à la télévision. Vous avez pas de regret à ce niveau-là? Aucun regret. Je commencerai si c'était 40 ans derrière, même 50. Merci beaucoup. Merci à vous.